Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et attention, pas n'importe quelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue l'année dernière avec la grossesse molaire. Une vidéo un petit peu particulière dans le sens où c'est vrai qu'on n'aborde pas trop de spiritualité, etc. Mais bon, cette vidéo sera un petit peu en deux parties. Je vais vous partager donc mon expérience l'année dernière avec cette fameuse grossesse, mais aussi l'expérience que je vis actuellement parce que je suis de nouveau enceinte et donc voilà, je vais vous partager un petit peu pas mal de choses. Cette vidéo risque donc d'être un petit peu longue parce que c'est beaucoup de blabla. Je vais parler énormément en fait, donc il va falloir que voilà, prenez un petit thé, prenez quelque chose pour vous faire passer le temps en même temps. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience-là parce que moi, je ne connais personne autour de moi, par exemple, qui a pu vivre ce genre de grossesse. Je ne savais même pas que ça existait. Et donc, voilà, on va en parler ici. Alors déjà, donc, il faut savoir que en février dernier, c'est à ce moment-là où j'ai appris que je faisais une grossesse molaire. Pour revenir un petit peu dans mon contexte, etc., c'était en décembre 2023. Avec mon conjoint, on avait décidé de se lancer dans un projet bébé. Donc, je retire mon stérilet, je crois, début décembre. Vraiment, je crois que c'était le 4-5 décembre. Et il s'avère que je tombe enceinte très, très rapidement puisque le 8 décembre, en fait, c'était ma période d'ovulation, etc. Bref, et ça a pris tout de suite parce que j'ai appris cette grossesse le 26 décembre. Donc, vraiment, le lendemain de Noël, voilà, j'ai fait un test et donc, voilà, sacrée nouvelle. On apprend que je suis enceinte. À ce moment-là, du coup, donc j'appelle ma sage-femme. Enfin, je lui tiens au courant parce qu'en fait, elle savait qu'on était dans ce projet-là, dans ce projet bébé, puisque c'était elle qui m'avait enlevé mon stérilet. Donc, elle m'avait déjà prescrit la prise de sang en laboratoire, etc. Donc, dès le lundi ou le mardi, je crois, je vais faire ma prise de sang. Ça confirme bien ma grossesse. Entre guillemets, l'erreur, mais c'est même pas une erreur de ce que j'ai fait tout de suite, c'est que on était en période de fête. L'après-midi même, on allait dans la famille de mon conjoint et on leur a annoncé direct la nouvelle. On était tellement contents, on est d'apprendre le matin, enfin d'avoir la confirmation le matin même que j'étais enceinte, que du coup on l'a annoncé tout de suite, on l'a annoncé à tout le monde, on était super heureux. Et puis on était à des années-lumière de penser que j'allais vivre ce que j'allais vivre. Alors on savait pour le risque de fausse couche, mais pour moi il n'y avait pas nécessairement de secret parce que quoi qu'il arrive, même si je vis quelque chose de pas drôle avec cette grossesse-là, j'ai besoin d'avoir du soutien. Enfin, je me dis, c'est pas grave, même si on l'a annoncé et qu'il arrive quelque chose, la famille nous soutiendra. Donc voilà, mais je pensais pas du tout à vivre une grossesse molaire, évidemment. Je pensais que tout allait aller bien. On nous a dit qu'on était jeunes, en fait, puis le fait que ça prenne tout de suite, enfin, voilà. Et puis je connaissais pas, tous les petits soucis qu'il pouvait y avoir et c'est pour ça qu'on attend 3 mois en général. Enfin voilà, puis chacun fait comme il veut. Franchement, chacun fait absolument comme il veut. Et donc, je fais mes premiers rendez-vous, je fais mes prises de sang, tout se passe bien, etc. Je n'ai pas fait d'échographie de datation. Et je sais que si j'aurais fait une échographie de datation, donc c'est une échographie qui a lieu très tôt, en général, c'est autour de 7 semaines. Moi, je sais que pour la deuxième grossesse, je l'ai fait à 7 semaines. Et puis, là, du coup, ça s'est pas fait. Ma sage-femme, c'est vrai qu'elle m'en a pas parlé. Moi, je savais pas. Enfin, vraiment, on est très peu renseignés, hein, enfin, finalement, au début. Je pensais pas que ça allait prendre aussi vite. Enfin, bon, bref. Donc, c'est plutôt lors de l'échographie, la T1, que j'ai fait à 12 semaines et 6 jours à peu près, qu'on apprend la nouvelle. Donc, ça nous mène, on était le 13 février 2024, exactement. Le 13 février, on apprend cette nouvelle qui est quand même un peu pas facile. Pas facile parce que il y a ce truc que d'un seul coup, on nous annonce qu'il n'y a pas de bébé. Il n'y en a vraiment pas. Il faut savoir que la grossesse molaire, vous avez deux formes de grossesse molaire. Donc déjà, ça touche une femme sur 1000. Donc c'est pas quelque chose qui est très courant. Moi, ma sage-femme, en 12-13 ans de libéral, je suis la deuxième femme qu'elle a vue avec une grossesse. Si vous faites une grossesse molaire partielle, entre guillemets, le temps de repartir sur un projet bébé, d'être surveillé avec la prise de sang, etc., etc., vous mettez 3 mois. Quand c'est une grossesse molaire complète, vous mettez 6 mois, donc c'est plus long.
Je sais plus trop exactement les différences entre partielle et complète. Je crois que c'est en lien avec le processus de chromosome parce qu'en fait, dans la grossesse molaire, le souci, c'est qu'il y a eu un souci dans la répartition un peu chromosomique. Et puis, du coup, ça a pas du tout créé de bébé. Moi, dans mon cas, ça a créé tout de suite une mole qu'on appelle une mole idatiforme. Et si vous voulez, au niveau des échographies, ça faisait une sorte de petite grappe de raisin. On voyait vraiment qu'il n'y avait pas de bébé. Ça faisait une masse qui était même plus volumineuse qu'un fœtus, qu'un bébé, et qui était remplie, en fait, c'était tout noir avec plein de petites taches blanches. Donc bah, on voit ça et du coup, elle nous explique un petit peu ce que c'est, mais ça va super vite parce que on nous annonce ça, et puis tout de suite, bah, c'est bah, dans quel hôpital vous voulez être opéré parce qu'il faut se faire opérer, ça va aller vite. Du coup, en même temps, elle appelait les gynécologues dans les hôpitaux, enfin dans l'hôpital en particulier, pour savoir quand est-ce qu'elle pouvait me prendre, me voir, etc. Enfin, ça a été quelque chose d'assez fou. Du coup, ce qui se passe, c'est que le lendemain, donc le 14 février, bah, rendez-vous à l'hôpital pour aller voir le docteur qui va m'opérer, pour aller voir l'anesthésiste, enfin, tout un tas de rendez-vous. C'était assez loufoque. Le 15, donc le lendemain du rendez-vous, enfin des rendez-vous à l'hôpital, bah, c'était une journée tranquille, j'ai envie de dire. Enfin, une journée où on attendait parce que je me suis faite opérer le surlendemain, donc le 16 février. Et enfin, c'est quand même quelque chose, hein, parce que bah, aller à la pharmacie, prendre tout un tas de produits, se doucher à la bétadine, enfin, c'était un moment particulier. Et moi, la manière dont j'ai réagi psychologiquement parlant, c'est que j'avais peur et que je voulais juste vite qu'on enlève cette chose qui avait pris la place de mon bébé. En fait, c'était ça, moi. J'avais mis complètement de côté le fait qu'il n'y ait pas d'enfant et que ma grossesse, c'était compliqué, enfin qu'il n'y avait pas de bébé et qu'il fallait faire le deuil de ça. Mon chéri, lui, à l'inverse, il a tout de suite compris et lui, il a été affecté par ça, par ce deuil en fait de se dire qu'il n'y a pas de bébé, il n'y a pas tout ça. Après, évidemment, il y a eu le moment inquiet pour moi, pour ma santé, pour ma sécurité, pour l'opération, etc. Mais enfin voilà, alors que moi j'ai peut-être fait un peu une forme de déni sur le coup et je voulais qu'une chose, c'est me faire opérer et qu'on me le retire. Parce qu'en plus de ça, bah, c'est pas anodin. Alors l'opération aussi, enfin c'est un curetage. On nous explique qu'il y a un risque hémorragique évidemment. Alors moi j'ai pas du tout saigné. Alors j'ai saigné au moment de l'opération, elle m'a expliqué, mais elle a suturé au niveau de l'utérus, elle a suturé. Et puis après il y a une surveillance après l'opération. C'est un peu décousu, hein, ça va un peu dans tous les sens, mais j'essaie vraiment de vous parler très spontanément. J'ai même pas pris de notes. J'essaie vraiment de vous ressortir les choses telles que je les ai vécues. Et enfin bon bref, donc après il y a de la surveillance, mais en tout cas la mole peut faire que si vous êtes surveillé après pendant 6 mois, parce que j'ai été surveillée en tout pour tout pendant 8 mois avec des prises de sang, c'est pour vérifier qu'il ne reste pas de petites cellules, et donc en fait on va venir vérifier votre taux de bêta-HCG, donc votre taux d'hormone de grossesse. Il faut s'assurer qu'il diminue après l'opération et qu'il arrive à 0. Alors c'est inférieur à 2 ou inférieur à 5 ou 10 en fonction des laboratoires. Moi, c'était inférieur à 5, je crois, ou à 2, je sais même plus. Mais dès que j'ai atteint ce quota, ça voulait dire que j'avais plus d'hormones de grossesse dans mon corps. Et donc, à partir de là, c'était des prises de sang tous les mois pendant 6 mois. Pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'heure pic d'hormones de grossesse, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a une cellule qui est restée, ça peut se transformer en cancer. Vraiment, c'est pas quelque chose de drôle. Donc, le but de l'opération, c'était de retirer la molle, mais de retirer toutes les cellules, tout ce qui peut, enfin, d'être sûr qu'il ne reste absolument rien, parce que si ça se propage, bah, c'est compliqué. Ça a été un gros choc quand même malgré tout, c'était un petit peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, moi, psychologiquement parlant, bah, c'était jusqu'à l'opération, donc ça a duré 2-3 jours, hein, en soi. J'étais plutôt dans ce truc de je veux qu'on me le retire. J'avais peur que l'opération se passe mal, mais je l'exprimais pas trop parce que bah, mon chéri était déjà bien inquiet, lui aussi de son côté, donc le but c'était pas de venir l'inquiéter encore plus. Et donc, une fois que ça s'était fait, que tout s'était très bien passé, évidemment, on rentre le matin et je suis repartie l'après-midi. Mon conjoint est venu me chercher sur les coups de 16 h à peu près. Et ben, bah, c'est retour à la maison, la semaine d'après, prise de sang, on surveille, on fait attention. Il y a des risques de saignement les quelques jours, donc c'est pas grave, c'est pas anormal, mais il faut faire attention que ce soit pas trop abondant et pas trop hémorragique. Moi, j'ai vraiment pas saigné. Vraiment, je crois que si j'ai eu 2-3 gouttes de sang, c'est tout, j'ai vraiment pas saigné. Il y a un petit peu des douleurs, vous avez un peu des douleurs au ventre, des choses comme ça. Et c'est là qu'après, psychologiquement parlant, moi, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'en plus de ça,
La semaine d'après mon opération, je me suis faite, voler ma voiture devant la maison. Donc ça a été encore un gros coup aussi au moral, c'était pas génial. J'ai décidé d'arrêter un peu mon activité, d'indépendante, enfin voilà, d'auto-entrepreneur, tout ça. Enfin, ça m'a saoulée. En fait, toute la notion de spiritualité à ce moment-là me saoulait un petit peu parce que je comprenais plus trop et j'étais un petit peu perdue et je comprenais pas. Faut savoir qu'en février même, j'avais commencé à passer j'ai fait ma première formation en soins énergétiques. Donc, je comprenais plus quels étaient les messages, quels étaient les trucs, pourquoi moi qui me lance plus dedans, moi qui comprends beaucoup plus de choses, qui avait fait un énorme travail sur moi, bah pourquoi en fait? Pourquoi il m'arrive ça, un truc sur 1000 alors que tout ce que je voulais c'était être maman et que je voulais tout ça, enfin bon, bref. Donc bah, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que fin février, début mars, je retrouve un boulot. Donc j'ai même pas eu le temps vraiment de me poser, hein. Faut savoir que je me suis fait opérer le 16 février et je crois que j'ai commencé le 29 février. Un boulot assez speed, où je me levais à 3h30 le matin, parce que je commençais à 5h et je terminais à 12h30 à peu près. Et c'était speed et c'était. On oublie un peu ses soucis à ce moment-là. Vous avez un peu des collègues qui tombent enceintes, qui tout ça. Enfin, faut faire abstraction. Donc, j'ai fait un peu j'ai voulu mettre tout ça de côté, mais ça m'a beaucoup rattrapée. J'ai eu beaucoup de colère après au fond de moi. Et puis du coup, avec mon chéri, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que bah, lui, il essayait de se reconstruire, il avait beaucoup de mal à en reparler. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était que ma santé après aille bien, que je fasse toutes mes prises de sang, que ça soit OK pour qu'après on ait le feu vert pour repartir sur un projet. Et moi, en fait, j'étais dans cette incompréhension, je comprenais pas, j'avais pas de pourquoi si. Enfin, c'était pas facile. C'était pas facile. Psychologiquement parlant, c'était ouais, pas facile, encore une fois. Et puis, j'ai décidé après de passer mon niveau 2 quand même en soins énergétiques au mois de juin. Donc, il s'est quand même écoulé du temps, hein. Faut savoir que du coup, de mars à juin, je continue de travailler dans mon boulot qui me fatigue, mais je rencontre des gens super qui sont devenus des amis aujourd'hui. Et du coup, je me dis que des fois, il n'y a pas de hasard dans ce qu'on traverse parce que sinon, je les aurais jamais rencontrés. Donc je suis vraiment très contente de ça. C'était quand même une belle expérience, franchement, c'était quand même sympa, mais c'était fatigant. Et puis je trouvais plus trop de sens à ma vie. Je trouvais mon activité, j'avais mis de côté, ça me saoulait, j'avais plus envie. Puis je voyais que ça marchait pas. Puis du coup, je me concentrais que sur mon autre travail auquel j'étais bah, à côté et tout, et ça me fatiguait aussi. Enfin, c'était une période pas super super. Et puis au mois de juin, donc comme je vous ai dit, je décide de passer ma formation de niveau 2 cette fois-ci dans les soins énergétiques. Et là, je me rends compte que, bah si, que ma place, elle est sûrement là parce que je ressens beaucoup de choses, parce que peut-être que mon empathie aussi apporte beaucoup de choses et que finalement, je peux pas me détourner de qui je suis, vous voyez? Et donc là, j'ai commencé à réintégrer un peu cette notion de spiritualité, de comprendre un petit peu les messages. J'ai d'ailleurs, en réalisant moi-même mes tirages, hein, compris un petit peu pourquoi cette grossesse n'avait pas abouti. Il y avait un petit peu cette notion que c'était pas le moment et que ce bébé ne devait pas être là pour me guérir. Et bah, la preuve, hein, parce qu'au moment où je suis tombée enceinte la première fois, c'était un petit peu comme si ça allait me soigner, que ça allait me guérir et que ça allait m'ouvrir une nouvelle page dans ma vie et qui allait me faire énormément de bien. Sauf que ça devait pas se passer comme ça. Je devais déjà, moi, je pense, être super bien pour ouvrir cette page. Et enfin bon bref, c'est pas facile à entendre hein, au début, hein. Moi, je voulais pas trop l'entendre, mais il y a des choses qui se passent et malheureusement, on n'a pas trop la main dessus. Et puis, bah, il faut juste traverser, vivre un petit peu au jour le jour et puis essayer d'être en accord avec ses émotions. Moi, je les ai un petit peu beaucoup gardées, enfin beaucoup, je les comprenais pas, donc ça s'est beaucoup transformé au travers de la colère. D'ailleurs, c'est là où j'ai entrepris d'aller voir une psychologue et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Enfin, je vais encore la voir aujourd'hui parce que d'un problème, on découle un autre et puis on creuse et puis voilà, on fait un travail de fond et ça, c'est super important. Je peux que vous conseiller de toute façon d'aller en parler à quelqu'un d'autre. C'est super important. Entre parenthèses, c'est aussi à cette période-là, hein, avant juin, même avant, enfin au moment où le où il y a eu cette nouvelle de grossesse, les crises d'angoisse sont réapparues, je fais de l'anxiété et là c'était vraiment, c'était une catastrophe. Mon anxiété était devenue, ça me bouffait. Ça me bouffait littéralement ma vie. Hormis aller au travail, rentrer et des fois aller pleurer dans mon lit et passer ma journée entière au lit, gâcher mes week-ends, gâcher mon temps de repos, gâcher ça a été un enfer.
Franchement, un enfer. Ouais, les crises d'angoisse, les colères, les pleurs, l'hypersensibilité qui s'y rajoute, la culpabilité, enfin c'était tout un tas d'émotions, qui étaient beaucoup trop intenses pour moi. C'était vraiment très très difficile. L'anxiété est toujours là, un peu dans ma vie, mais elle est beaucoup moins présente, vous voyez? Et je la comprends beaucoup mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse, c'est que maintenant je veux beaucoup plus comprendre, ce qui se passe. Je me connais beaucoup mieux aussi, donc du coup, je vais beaucoup plus comprendre quelle situation me fait réagir ou pas et cetera. Bref, c'était la petite parenthèse. Du coup, donc arrive ce fameux mois de juin, donc où je fais ma formation, pour mon deuxième niveau, et où là je prends conscience que si c'est quand même là ma place, etc. Donc je commence à réinclure un petit peu plus ma vie professionnelle, je commence à la réorienter, je commence à reprendre, voilà. Entre-temps, je vais aussi dans les annales akashiques avec ma formatrice justement. On fait une séance là-bas, j'avais besoin de libérer quelque chose, d'y aller. Et il s'avère que j'ai vu dans une ancienne vie, j'ai eu 2 enfants qui sont morts malheureusement d'une manière assez tragique. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails. C'était un petit garçon et une petite fille. Et je sais pas pourquoi, à la fin, c'est le visage du petit garçon qui m'est énormément resté. Et il avait prononcé ces mots de on se revoit bientôt, maman. Je vous jure, c'était assez fou. Et c'est là où je me suis dit, quand je serai enceinte, je pense que ça viendra vite. Et je pense que ça sera un petit garçon. Et je pense que, enfin voilà, il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose. Bref, ensuite, la vie continue son cours. Je décide en octobre d'arrêter mon autre travail parce que ça me fatigue trop et j'arrive plus à jouer sur les deux tableaux, si vous voulez. J'arrive plus à avoir une qualité dans mes soins, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je fais, sur ce qui m'anime et continuer à faire un travail plus alimentaire, hein. C'était un job beaucoup plus alimentaire finalement. Donc je décide de faire tout le mois de septembre et ensuite je m'arrête là. Évidemment, entre-temps, il y a, par rapport à la grossesse molaire, il y a toujours un suivi. Au mois d'août, je suis retournée à l'hôpital pour en parler à mon médecin. Je suis même retournée avant. Je continuais les prises de sang, comme je vous ai dit, sortie d'opération. C'est des prises de sang toutes les semaines jusqu'à ce que votre taux soit négatif. Moi, je crois que j'ai mis un mois à peu près, un mois et demi. Un mois et demi où je faisais des prises de sang toutes les semaines et une fois que j'étais négative, c'était une prise de sang tous les mois. Ce qui faisait que ma dernière prise de sang, c'était le 1er octobre. Avec mon chéri, on se pose évidemment la question, qu'est-ce qu'on fait après le 1er octobre quand on a le feu vert des médecins? Est-ce qu'on replonge dans un projet bébé ou est-ce qu'on laisse le temps? Évidemment, mon chéri, lui, bah, pour lui, on se remet dans un projet bébé, mais il me met pas de pression parce que il veut me laisser faire. Voilà, là-dessus, il est très très compréhensif. Il sait que voilà, c'est mon corps, c'est moi, c'est nous, enfin, il me laisse le temps. Et moi, je lui dis, bah, vu que j'arrête de travailler en plus en octobre, ce qui serait bien, c'est de laisser quelques mois et de voir moi comment j'en s'en sors financièrement, mon activité, et pourquoi pas voir ça pour janvier 2025. Il me dit OK, on n'est pas à quelques mois près, il y a pas de souci. Même si, bon, lui, il avait cette notion un peu, voilà, d'âge et tout, surtout qu'on aimerait avoir 2 enfants et qu'on en a enfin voilà, on n'en a pas encore et que voilà, il avait envie, vraiment. Mais du coup, on laisse les choses se faire. Et c'est là où après il va y avoir un petit peu plus de, j'ai pas envie de dire spiritualité, mais des choses comme quoi des fois, il faut juste s'écouter. Donc, 1er octobre, je fais ma dernière prise de sang, tout va bien. Du coup, bah, on se pose plus la question. Enfin, on s'était dit qu'on attendait un petit peu pour le projet bébé. Mais évidemment, moi, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs jours, disons plus, que j'attendais qu'il me reconfirme qu'il voulait attendre. Parce que je pense que je ne voulais pas du tout m'admettre que moi, le 1er octobre, en fait, je voulais juste arrêter ma pilule. Faut savoir que tout le long, moi, j'ai jamais été sous pilule, j'ai toujours eu un stérilet. En fait, ouais, j'avais eu que ça. Et en cuivre, hein, sans hormones. Et puis, bah, malheureusement, avec cette grossesse-là, j'ai pas eu le choix que de prendre une pilule parce qu'en fait, il fallait à tout prix que je sois protégée et que je ne retombe pas enceinte. Parce que bah là, enfin, c'est pas possible. Le but, c'est pas du tout de retomber enceinte pendant toute la convalescence et toutes les prises de sang. Donc, puis on voulait pas me remettre un stérilet entre guillemets pour si peu, enfin pour laisser un petit peu mon corps tranquille. Donc j'ai été un petit peu donc sous pilule. Ça a été un peu compliqué. C'était optimisette et c'était voilà la plus soft pour moi. Mais voilà, parfois j'avais mes règles, parfois ça mettait trop de temps et etc. Enfin, c'était un peu une galère quoi. Et puis
En septembre, bah, je sais pas, mon retard de règles était j'avais un gros retard de règles, donc j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais peur de quand même de tomber enceinte sous pilule et dans ces conditions-là. Et il s'avère que j'étais pas enceinte, mais j'ai eu ce truc de me dire: «Mince». Parce que je crois qu'au fond, j'avais vraiment cette envie quand même, d'être enceinte, mais je me le cachais un petit peu. Je me disais: «Bah non», parce qu'en plus de ça, si mon chéri me dit que: «Oui, on attend en janvier», c'est que je me dis: «Peut-être que pour lui, il est pas si impatient que ça et qu'on va laisser passer les choses». Sauf que, bah, 1er octobre, encore une fois, hein, tout va bien. Moi, je me repose la question: «Est-ce qu'on devrait? Est-ce qu'on devrait pas?» Puis ça me travaille, puis j'en parle un peu, puis je sais pas et puis je doute et puis tout un tas de questions. Jusqu'en fait au jour où, la nuit du 16 au 17 octobre, je rêve. Je fais un rêve très lucide, très clair, où j'ai un bébé dans les bras et que je suis en train de l'allaiter. C'est pas un rêve loufoque qui part dans tous les sens, parce que les rêves loufoques, depuis que je suis enceinte actuellement, je peux vous dire, tous les jours, mon chéri a le droit à un petit débrief de mon rêve de la nuit précédente et je peux vous dire qu'il rigole bien parce que c'est n'importe quoi. C'est toutes les nuits, c'est n'importe quoi. Bref, mais là, non, non, c'était vraiment, j'étais dans ma chambre, c'était vraiment chez nous, c'était vraiment, tout était, voilà, et c'était comme s'il y avait ce truc de: «Non, il faut que j'arrête la pilule. Il faut que j'arrête la pilule, il faut que je sois enceinte». Donc ce qui se passe, bah, c'est que le matin même, le 17 octobre, je vais voir mon chéri, on en discute et je lui dis: «Écoute, je crois que en fait, je suis prête à arrêter la pilule et tant pis. De toute façon, la situation idéale n'existe pas, elle n'existera sûrement jamais. Même quand on pense l'avoir, on peut tout perdre demain». Vous voyez? Donc je me dis: «Pourquoi attendre quoi? Que mon activité marche mieux et cetera? De toute façon, si ça doit venir, ça viendra là. On ne calculera pas mon ovulation, on calculera rien du tout, on laissera faire les choses tranquillement». Parce qu'on ne sait pas, finalement, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre, ou pas, mais je veux dire, on est à l'abri de rien, donc je crois que je suis prête à arrêter ma pilule. Je vous avais dit, j'avais un retard de règles, hein. Mon chéri: «Oh bah OK, nickel, bah on l'arrête ta pilule, tu l'arrêtes, il y a pas de souci», bah lui OK quoi. Donc je l'arrête et le soir même, dans la nuit, du coup du 17 octobre au 18, j'ai mes règles. Alors que ça faisait 15 jours que je les attendais. Mon corps a juste décidé: «Non, tu auras pas tes règles, par contre le jour où tu arrêtes cette pilule, tu les as». J'ai eu mes règles. Il faut savoir que le 17, c'est un chiffre avec mon chéri parce que on s'est rencontrés un 17. Donc c'est notre date clé, enfin on s'est mis ensemble un 17, donc tous les 17, c'est un peu symbolique, etc. Donc là, le fait que ça arrive, qu'on prenne la décision un 17 octobre d'arrêter la pilule, machin, que j'ai mes règles la nuit du 17 au 18, c'était assez fou. Et donc voilà, et puis on calcule pas. Voilà, on passe le mois tranquille, tranquille, etc. Et puis début novembre, bon, bah, moi, je continue mon sport. En plus, là, je m'étais remis à la course à pied, je cours, etc. Voilà, je fais mon petit jogging. J'avais fait les 10 kilomètres 2 semaines avant. Enfin, voilà, easy, quoi, vraiment nickel. Et là, vraiment, juste, on va faire un petit circuit de 5 kilomètres et j'ai mal. J'ai mal du côté gauche. Ça me fait une sorte de pointe, comme si à chaque pas que je faisais, on m'enfonçait un petit couteau. Et puis, je me sens fatiguée. Je le regarde, je lui dis: «J'y arrive pas». Juste courir 5 kilomètres, je n'y arrive pas. J'ai pas de motivation, j'ai pas de force, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Bref, dans ma tête, moi, j'ai ce truc de: «Tu peut-être enceinte. Il y a un truc, tu connais ton corps et il y a un truc». Je passe outre, je me dis: «Bah non, parce qu'on n'a pas calculé, je sais même plus, quand est-ce qu'on a fait, pour que enfin, quand est-ce qu'on a fait l'amour, quoi?» Typiquement, voilà, à quelques jours près, je sais, mais bon, à quelques jours près, ça peut jouer. Enfin, je vois pas comment ça aurait pu prendre aussi vite. Bref, le lendemain, je refais mon sport. Et puis là, vraiment, pareil, ça va pas. Il y a des abdos que d'habitude je fais, il n'y a pas de souci, du gainage que je fais, des exercices que je fais. Et là, je sens que ça tire, ça me fait mal. Et c'est pas des douleurs, on va dire, musculaires ou des choses parce que vous êtes fatigué ou parce que c'est dur ou parce que l'exercice est compliqué. Enfin bon, bref. Non, là, c'est vraiment, insiste pas. Donc, j'insiste pas, puis vraiment, je vais voir mon chéri, je lui dis: «Écoute, je crois que, enfin, il y a un truc». Il me dit: mais non, on n'a pas calculé», enfin, il y croit pas trop. Moi, bon, ce qui se passe, c'est que le 16 à peu près, non, le 15 novembre, on doit faire un drive. Ce truc tout bête, on doit faire des courses, et cetera. Et puis je lui dis: «Bah écoute, j'ai pas de retard de règles, mais lundi, je suis censée avoir mes règles», parce que là, on était le vendredi à peu près. Je lui dis: «Mais lundi, je suis censée avoir mes règles, j'ai pas de retard, mais on va mettre un test de grossesse quand même, et je le ferai au pire en début de semaine, mais au moins on l'a et tout, on le met sur le drive». OK. Le samedi, donc le lendemain, on va chercher le drive. Et puis il y a ce fameux test, je le regarde.
mais je le fais pas. Je le fais pas le soir même parce que je me dis je vais attendre notre petite soirée. On a fait nos petits trucs. Je crois que c'était le soir où après on a emballé les cadeaux pour Noël. Enfin on a fait notre petite vie tout tranquille. Tout a été. J'ai dit non mais on verra plus tard. Et dans la nuit du 16 au 17 novembre, donc la nuit du samedi au dimanche, eh ben je rêve encore. Je fais un rêve très 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 encore une fois très lucide où je descends. Mon test était en bas, hein. Je descends, où je prends le test, et où je fais pipi dessus et où c'est marqué que je suis enceinte. Ça me réveille direct. Il était 8 heures du matin. Ça me réveille. Je réfléchis pas. Je descends, je prends le test, je monte et je fais ma petite affaire. Et il se passe que je vois 2 barres. Là, je me dis, bah, je m'en doutais. Je le savais. Du coup, donc, je vais réveiller mon chéri et je lui montre. Et puis, du coup, bah, c'est cette nouvelle. Et ça tombe encore un 17. Et c'est parce que je l'ai rêvé, entre guillemets. Je savais, comme quoi, des fois, on a une intuition et il faut vraiment savoir s'écouter, bah, que j'étais enceinte. Évidemment, vu que j'étais suivie quand même à l'hôpital par rapport à ma première grossesse, avec les prises de sang, etc., le docteur m'avait déjà donné une ordonnance pour vérifier mon taux bêta-HCG lorsque je retombe enceinte. Donc le lundi, je vais faire mon test, je suis bien enceinte, etc. Et donc là, j'appelle pour prendre mon premier rendez-vous à l'hôpital toujours pour faire une échographie de datation. Parce que là, évidemment, on ne passe pas à côté de l'échographie de datation. Sans vous mentir, je suis très stressée. Mon chéri aussi, on a trop peur que ça arrive. Il faut savoir que normalement, quand on fait une grossesse molaire, il n'y a pas forcément de risque supplémentaire d'en refaire une. Je crois que le risque doit être à 0,05 ou... Enfin, il n'y a pas de... C'est pas parce que vous en avez fait une que vous avez un fort risque, pardon, d'en refaire une autre. Non. Donc quand même, il y a un petit peu l'angoisse. Et puis donc, bah, le jour de l'échographie de datation, à 7 semaines, on y va. Puis là, on voit notre petit bébé, on voit bien son cœur. On ne l'écoute pas parce que elle dit que le Doppler, à ce stade-là, quand même, c'est pas super bon pour bébé. On va pas l'embêter plus que ça. On voit bien le cœur, on voit bien tout ça qui bat, enfin, nickel. Donc voilà. Il s'avère que du coup, je suis enceinte. Donc tout va bien, on continue les suivis. Elle me demande si je veux être suivie par mon ancienne sage-femme, donc ma sage-femme de la première grossesse, ou plutôt à l'hôpital. Et bon, normalement, elle s'occupe beaucoup plus des grossesses à risque, des choses comme ça. À l'hôpital, on n'est pas suivi comme ça. C'est pas nécessairement une grossesse à risque, mais voilà, elle m'a dit quand ça passe bien avec les mamans et quand vous avez un vécu comme ça, je peux comprendre ce côté d'être un peu plus rassurée et d'être suivie à l'hôpital. Et du coup, on a dit oui parce qu'on s'entend super bien. Elle est super gentille, elle est très attentive. Donc, on s'est dit OK. Donc, en fait, je suis suivie à l'hôpital. Donc, les prises de sang, les choses, les machins, etc. S'ensuit après, au bout de 12 semaines, la première échographie où là, bah, évidemment, je crois que le stress était énorme parce que c'est au même endroit où j'ai fait la première échographie pour la première grossesse. C'est là où, enfin, j'avais tellement peur de revivre ce moment et de voir qu'il y avait un truc qui allait pas alors qu'en soi, on avait vu qu'il y avait un bébé. Donc, ça peut pas se déclencher, enfin, se déclarer en molle après. Non. Mais j'avais peur, du coup, bah, tout ce que beaucoup de femmes, je pense, ont peur aujourd'hui, hein, les fausses couches. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que le cœur bat bien? Est-ce qu'il va bien? Enfin, voilà. Et il s'avère qu'il va bien, que tout va bien, que le bébé va bien, qu'il se porte bien. On a eu une bonne estimation du sexe assez poussée. Je pense que voilà, on est quasi sur du 100%. Après, je refais une échographie. Là, à l'heure actuelle, vous voyez la vidéo, on est dimanche. Donc, mardi d'après, je refais une échographie. Entre ma T1 et ma T2, en fait, ils m'ont recalé une échographie pour vérifier encore si tout allait bien. Donc, je pense que l'on aura une confirmation encore plus du sexe. Mais voilà, il s'avère que tout va bien. Cette grossesse va bien. Les choses sont un peu différentes d'un point de vue ressenti. Alors, il faut savoir que la première grossesse, je ne sais pas si je peux parler vraiment d'une grossesse parce que en soi, enfin si, c'est quand même une grossesse. Même les femmes qui font une fausse couche, qui perdent leur bébé, au bout de peu de temps, c'est une grossesse, ça compte. Mais bon, j'ai vécu les 3 premiers mois et je pense que mon corps n'était pas bête et que mon corps savait avant même que moi je sache qu'il y avait un souci avec cette grossesse. Parce que les deux sont complètement différentes. Tout de suite, quand je suis tombée enceinte, pour la deuxième fois hein, à l'heure actuelle, là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai comme déjà aimé un petit peu ce bébé. Je touchais mon ventre. Je prenais plus de temps
à être, enfin, je sais pas comment vous dire, il y a eu un truc, alors qu'à la première, je le touchais jamais. Les 3 premiers mois, je touchais pratiquement pas mon ventre. J'étais un petit peu détachée de ça, alors que je savais pas, hein. Pour moi, j'étais enceinte, pour moi, il y avait un bébé, mais je vois un peu maintenant, quand je fais la comparaison, cette différence entre mon état d'esprit, la première et celle-ci. Les symptômes aussi n'ont rien à voir, hein, la première grossesse. D'ailleurs, ils étaient assez surpris parce que normalement, quand on fait une grossesse molaire, il y a beaucoup de femmes, en fait, se plaignent de douleurs et puis de saignements surtout. Moi, j'ai pas saigné, j'ai pas eu de douleur plus que ça. Vraiment, j'ai eu la première grossesse, j'ai pas eu forcément d'envie, pas forcément une nausée. Ça allait un peu de fatigue, etc. Mais c'était pas catastrophique. Enfin, alors que pourtant, lors de la grossesse molaire, vous avez un énorme pic d'hormones de grossesse. Mais je l'ai pas tant ressenti que ça. Alors que là, la deuxième, je peux vous dire, les 3 premiers mois, je les ai bien vus. La fatigue intense, un petit peu les nausées, cette sensation un peu d'être patouillée, les fringales un petit peu, hein, les envies de manger certaines choses plus que d'autres. Mais alors moi, surtout la fatigue. Et alors, cette deuxième grossesse, j'ai appris que j'avais l'utérus rétroversé. Alors je sais pas pourquoi on me l'a pas dit avant, mais lors de l'échographie de datation, surtout, elle a vu que mon utérus était rétroversé et donc pendant les 3 premiers mois, j'ai risqué d'avoir mal au ventre. Et en fait, oui, j'ai eu énormément mal au ventre les 3 premiers mois. D'ailleurs, ça m'avait un peu inquiétée. Au début de la grossesse, avant de passer l'écho de datation, je pensais que limite je faisais une grossesse extra-utérine ou qu'il y avait un truc qui allait pas parce que j'avais des très grosses crampes. Je suis le genre de personne qui connaît les règles douloureuses, j'en ai eu, les règles un peu hémorragiques, j'en ai eu. Enfin, je connais tout ça. Mais c'était vraiment des grosses crampes de règles et ça me faisait vraiment très mal au ventre, ça me tirait le bas du dos et en fait, c'est juste complètement normal, c'est juste que mon utérus est rétroversé, donc le temps qu'il bascule et qu'il se mette à la bonne place, bah, ça bougeait là-dedans et puis ça faisait un peu un peu tout son bazar. Mais voilà, enfin, c'est des petites choses, voilà, qui sont vraiment différentes d'une grossesse, à l'autre. Je pense que, voilà, j'ai pas oublié grand-chose, je pense pas. Je pense que je vous ai un petit peu tout partagé. Si jamais vous avez, vous aussi vécu une grossesse molaire, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires et même si c'est pas une grossesse molaire, hein, une fausse couche ou peu importe, en fait, ce que vous avez vécu, c'est important d'en parler. Moi, je sais que je connaissais évidemment les fausses couches, je connais les grossesses extra-utérines, mais la grossesse molaire, c'est quand on me l'a dit au début, je comprenais pas vraiment, j'étais ce truc: «Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe?» Et psychologiquement, c'était dur parce qu'il y avait ce truc de, j'ai un truc dans moi qui est tout sauf un bébé, c'est une sorte de un peu une tumeur, quoi. J'avais l'impression, enfin, quand je voyais ça à l'échographie, c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, c'est un peu déroutant. Psychologiquement parlant, c'est un petit peu déroutant. Après, aujourd'hui, je vais bien. Je peux même pas vous dire que j'ai des séquelles par rapport à cette première grossesse parce que j'ai pas envie de vous dire que rien n'arrive par hasard parce que c'est douloureux de dire ça et que moi, je sais qu'au début, quand mes proches essayaient de me rassurer en me disant, «Il y a pas de hasard, c'est peut-être parce que vaut mieux que ça se passe comme ça» et cetera. Je trouve que c'est hyper dur à dire, c'est hyper dur à entendre parce que non, en fait, c'est moi qui le traverse et pourquoi, en fait? J'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas ça se fait pas, quoi. Pour moi, c'est pas un truc à dire. Il faut juste prendre le temps de comprendre ce qu'on ressent, de faire aussi le deuil de cette grossesse-là. Moi, je sais que personnellement, ce qui m'a aidée, c'est que même si je m'en suis beaucoup «plaint» entre guillemets d'avoir repris le boulot direct sur autre chose qui me plaisait pas, mais que c'était histoire, voilà, ça m'a quand même changé l'esprit. Je suis passée à autre chose un petit peu très naturellement et puis j'ai rencontré des comme je vous ai dit, hein, des copines qui sont encore là aujourd'hui dans ma vie et que, bah, sans ça, je les aurais jamais rencontrées. Faut savoir aussi qu'il y a tout un tas d'événements qui nous sont arrivés, l'année 2024, voire même 2023, qui ont pas été faciles et je me suis dit que si on aurait eu peut-être cet enfant dans ces conditions, ça aurait été plus difficile, que là, on est beaucoup plus armés, que là, on est beaucoup plus serein à finalement avoir cet enfant. Moi aussi, personnellement, je vais beaucoup mieux parce que je pense que ça a été ce déclic à aller voir une psy. Parce qu'avant ça, avec mon conjoint, on en parlait déjà, hein. Il m'avait déjà dit d'aller voir quelqu'un parce que hypersensible, enfin je suis hypersensible et c'est très difficile à gérer ça au quotidien. Beaucoup de choses me touchent, m'affectent, enfin bref, tout un tas de trucs et l'anxiété aussi, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus, mais c'était invivable, insoutenable. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur, la manière dont je vivais mon anxiété, mais c'était quelque chose d'assez dur, quoi.
Et je me dis que bah, si j'aurais pas vécu peut-être cette grossesse, bah, j'aurais pas eu ce déclic d'aller vraiment voir un psy et de me faire accompagner là-dessus et d'être hyper transparent. Parce que j'avais déjà été voir une psy 1 an avant, mais j'étais à peine transparente, je me sentais pas à l'aise avec elle et donc du coup, je n'osais pas me confier sur des choses hyper personnelles. Alors que là, c'est tout l'inverse et ça me fait énormément du bien et du coup, je me dis qu'aujourd'hui, bah, ce bébé n'est pas là pour me guérir, voilà, et que là, il est là vraiment pour vivre dans notre vie, enfin pour vivre avec nous, pour évoluer avec nous. Et puis cette notion aussi de spiritualité, je pense qu'avant je l'avais, mais c'était pas une spiritualité très pure finalement, enfin très saine. Je vais pas non plus en parler ici, mais c'est vrai que je me cherchais beaucoup à travers tout ça. J'essayais d'avoir beaucoup de réponses en dehors de moi-même, vous voyez? Et c'est en ça où il faut faire attention d'ailleurs, hein. La spiritualité, être spirituel, c'est bien, mais on ne va pas chercher des réponses ailleurs que dans soi-même. Et moi, c'était un petit peu ce que j'avais tendance à faire. Et puis là, ça m'a ramené sur quelque chose de différent et sûrement de mieux d'ailleurs. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, cette petite séance papotage a pu vous plaire. Voilà. Donc, je trouvais ça important de vous partager un petit peu mon expérience. Et puis, si vous êtes reconnu un petit peu dans mon discours, ou pas d'ailleurs, hein, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.